il y a une prédisposition naturelle qu'il est important de connaître et de considérer lorsque l'on travaille les mathématiques avec les enfants. Les nouveau-nés de quelques heures à peine ont vraiment déjà des intuitions mathématiques, et cela a été montré par plusieurs expériences, notamment une qui est très connue, où des chercheurs ont mis dans une pièce des nouveau-nés âgés de quelques heures à peine, où ils leur faisaient écouter des suites de sons avec une quantité, un cardinal précis de sons. Par exemple, ça pouvait être une suite de sons de 4 sons, ou alors une suite de sons de 12 sons. Et puis ensuite, les chercheurs montraient à ces nouveau-nés-là des cartons ou des écrans avec un nombre de points. Et les enfants dirigeaient automatiquement leur regard vers le nombre de points qui correspondait au son entendu. Donc ils dirigeaient leur regard. S'ils avaient entendu, donc la suite de sons, c'était 4 ou 12 points. S'ils avaient entendu 4 ou 12 sons, s'ils avaient entendu 4 sons, ils dirigeaient leur regard vers l'écran ou le panneau qui indiquait 4 points. Et inversement, si c'était 12 sons. Donc c'est assez fabuleux, parce que ça veut dire déjà que les enfants sont capables de discriminer les quantités de manière complètement intuitive. En fait, je dis les enfants, ce ne sont même pas les enfants. On parle de nouveau-nés qui sont capables de discriminer les quantités de manière intuitive. Ils le font à l'oreille, donc par la voix auditive. Ils sont capables de le faire par la vue, à l'œil. Et ils sont capables d'associer les deux entrées sensorielles, de faire correspondre une discrimination auditive de quantité avec une discrimination visuelle. C'est quand même extraordinaire. Donc quand on sait ça, ça permet quand même un petit peu de relativiser la manière dont on enseigne les mathématiques en maternelle et plus tard aussi. On a souvent tendance à enseigner comme si on partait de rien, comme si l'enfant ne savait rien, on allait tout lui enseigner. Et c'est le plus gros écueil qu'on puisse faire finalement. Parce que c'est comme ça qu'on va finir par épuiser l'enfant. Il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur ses intuitions mathématiques précoces. Alors bien évidemment, il n'y a pas à ce stade de discrimination fine des quantités. Lorsque les chercheurs, ou si les chercheurs saturaient les enfants de sons, d'une suite de sons de 3 sons et d'une suite de sons de 4 ou 5 sons, les enfants auraient bien du mal à distinguer. C'est vraiment... il y a besoin quand même d'avoir un rapport important entre les deux cardinalités. Mais c'est grâce à l'éducation, ça c'est vraiment ce que nous dit la recherche en cognition numérique, c'est vraiment l'éducation qui va permettre de préciser cette capacité, ce sens inné des nombres, qui va nous permettre ensuite de discriminer facilement des quantités qui sont très proches. Alors qu'au début, c'est compliqué pour les petits. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose qu'il va falloir retenir de ce point théorique. Les nouveau-nés possèdent des intuitions mathématiques profondes. Ça, faut l'entendre et composer avec. Ce qui fait que dès 4 mois de vie, ayant ces intuitions mathématiques profondes, eh bien les enfants sont capables de percevoir une grossière erreur d'addition ou de soustraction. Déjà. Par exemple, les chercheurs se sont amusés, donc vous avez l'étude en dessous, la plus connue, parce qu'il y a eu plusieurs études comme ça. Si devant des bébés de 4 mois, c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas encore, ils ne marchent pas encore, mais ils font déjà des maths. Si devant un bébé de 4 mois, on place une boîte opaque, et on va mettre dans cette boîte une petite peluche, par exemple un petit lapin. Hop, on met un petit lapin, tac, devant lui. Et qu'ensuite, on en ajoute un deuxième. Et qu'ensuite, on lève
un panneau, on ouvre la boîte devant l'enfant, si à ce moment-là, il y a un seul objet ou 3, eh bien, les enfants font une tête de stupéfaction la plus totale. C'est-à-dire qu'ils ont déjà conscience que 1 et 1, ça fait exactement 2. Ça ne fait pas 3 ni 1. 1 plus 1, pour les enfants, ça fait vraiment 2. Et l'inverse fonctionne aussi en soustraction. C'est-à-dire que s'il y a 2 objets dans la boîte, on leur montre, il y a 2 objets dans la boîte, on ferme, hop, et puis on retire un objet. Et quand on ouvre, s'il y en a encore 2, eh bien là, il y a pareil, une grande stupéfaction de la part de l'enfant. Donc, ces intuitions mathématiques précoces, cette capacité à discriminer les quantités précocement, eh bien, induit déjà à 4 mois la capacité intuitive eh bien, à comprendre le b.a.-ba de l'addition et de la soustraction, quoi, à comprendre les additions et les soustractions les plus élémentaires. Et ça marche évidemment aussi en maternelle. Et les chercheurs ont voulu tester, même s'il y avait déjà une forte supposition que le sens du nombre était bien encore là, ont voulu le tester chez les enfants de maternelle, de grande section, donc de 3e maternelle. Ils ont demandé aux enfants de résoudre des additions ou des soustractions avec des quantités qui n'étaient pas du tout étudiées encore à cet âge, donc qui étaient trop difficiles pour eux. Par exemple, en disant, voilà, Sarah a 21 bonbons, nous lui en donnons 30 de plus, et John a 34 bonbons, qui en a le plus? Et les enfants, intuitivement, sans même avoir travaillé forcément ces quantités, ou même pas travaillé ces quantités, eh bien, répondent la plupart du temps juste. Et ce, que ce soit dans les milieux favorisés ou défavorisés. D'où nous vient ce sens inné du nombre? Eh bien, comme je vous le disais, les premiers jours d'octobre, nous avons un cerveau qui est très structuré, même si quand on est, il est très immature, il est très structuré, et il possède déjà des circuits neuronaux qui codent et qui s'activent lorsque nous regardons, lorsque nous réfléchissons aux quantités. Donc ça se situe dans le sillon intrapariétal. Et ça, nous disposons, disons que l'architecture cérébrale, qui dispose déjà de ces circuits neuronaux-là dès la naissance, fait que eh bien, nous sommes dotés d'intuition, de manière innée, d'intuition mathématique. Et donc, c'est cette zone-là qui s'active, que nous soyons chercheurs de très haut niveau en mathématiques ou le nouveau-né qui regarde ces points, eh bien, c'est la même zone qui s'active. Et elle s'active plus ou moins fortement en fonction de la difficulté de calcul. C'est quand même surprenant, non? Et quand cette zone est lésée, par exemple s'il y a un accident, quand cette zone est lésée, il peut y avoir une acalculie. C'est-à-dire que quelqu'un qui était parfaitement capable de calculer, de compter, de faire des mathématiques de haut niveau, eh bien, peut se retrouver du jour au lendemain sans comprendre ce qu'est une quantité. Et bien évidemment, incapable de faire un calcul mathématique, même le plus élémentaire. Donc c'est vraiment ce sens des maths est presque physiologique, et d'ailleurs nous le partageons, ce n'est pas simplement inhérent à l'être humain, nous le partageons avec la plupart des animaux, beaucoup d'animaux, et les singes en particulier, mais pas que. Cette ligne comme ça, numérique, c'est très intéressant, et vous allez voir comment on va utiliser ça. C'est que les chercheurs ont constaté qu'au début, quand ce sens inné des nombres est encore très approximatif et n'a pas été affiné par l'éducation, eh bien, si on demande à un jeune enfant de placer en se disant que le 1 est à gauche et le 10 à droite, si on lui donne une quantité, on va lui donner 2, 3, eh bien, il va avoir tendance à faire des paquets. Voyez, il va mettre les nombres qui sont proches de 1 tous vers 1, et puis les nombres qui sont plus proches de 10 selon lui, vraiment collés à 10. Donc il y a pas de... ça va faire des paquets comme ça. Et puis progressivement, grâce à l'éducation,
on voit que les points commencent, il y a une linéarité qui s'installe. Les enfants vont commencer à positionner les points d'une manière régulière parce qu'ils commencent à avoir conscience de la linéarité de la suite numérique et d'une unité qui s'ajoute à chaque fois. Et il se trouve que cette capacité, le degré d'affinement du sens du nombre peut se mesurer avec ce genre d'outils. Ce que la recherche montre très clairement, c'est que le sens du nombre, ce sens inné du nombre, et son degré d'affinement est prédictif des compétences ultérieures de calcul en mathématiques. Donc il est vraiment important de pouvoir aider les enfants à affiner ce sens mathématique précoce. Et on peut s'apercevoir d'où en sont les enfants, notamment en leur faisant placer des points de 1 à 10, ou, et c'est là que c'est plus intéressant quand même, de 1 à 100. Alors, normalement, ça ne se fait pas en maternelle. En maternelle, les chercheurs ont l'habitude de faire entre 1 et 10. Mais parce que je pense qu'ils s'habituent, ils répondent aux compétences qu'on pense que les enfants ont. Parce qu'en maternelle, on ne travaille pas vraiment beaucoup plus au-delà. Et c'est une erreur, je pense. Parce que, clairement, dans la classe, avec les enfants de Gennevilliers, on a pu les tester de 1 à 100. Et ils étaient capables, la plupart, de vraiment... ils avaient, disons, de l'avance, mais en fait, ce n'était pas de l'avance. C'est juste que ce sens mathématique, ce sens inné des nombres a pu être précisé, travaillé plus tôt. En tout cas, c'est important de retenir ça. Le degré d'affinement de ce sens des nombres va être prédictif des capacités, des compétences ultérieures en mathématiques. Donc, on a vraiment un travail, de considérer que l'enfant arrive avec des intuitions, déjà on n'a pas tout à construire à partir de rien du tout, et 2, que notre travail, c'est d'accueillir l'enfant avec ces intuitions-là et de l'aider à les affiner. Et en maternelle, nous avons ce travail-là à faire, parce que les études montrent que ce degré d'affinement en maternelle prédit les compétences en CP, clairement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez regarder, il y a 2 conférences qui sont très intéressantes sur le site du Collège de France. Une conférence de Stanislas Dehaene qui dure 1h30. Et vous avez la conférence à droite de Manuela Piazza qui fait 1 demi-heure, qui est une synthèse de celle de gauche. Mais je viens de vous faire une synthèse de la synthèse. Maintenant, vous pouvez y aller. Mais ce qu'il y a à retenir de ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ce que j'essaie de faire ici, c'est vraiment comme ce que vous faites en classe pour les enfants. J'essaie de hiérarchiser les informations, vous donner l'essentiel pour que vous puissiez travailler les points qui sont importants à travailler quand on est face aux enfants. Parce que quand on regarde ces conférences, quand on regarde des conférences en neurosciences, on peut partir vite dans tous les sens. Et du coup, finir par se dire que c'est très compliqué, que par capillarité, on va très très loin. Mais il faut juste toujours réussir à revenir au centre, à l'essentiel, au bon sens et à se concentrer sur l'essentiel. Donc attention sur les conférences de neurosciences, allez-y, mais toujours en vous ramenant, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui est pertinent là pour moi ? Ne pas être dans une accumulation de savoir qui fait qu'à un moment donné, on risque d'être paralysé parce qu'on ne sait plus quoi en faire. En tout cas, la conclusion, c'est vraiment ça. La recherche en cognition numérique nous invite à nous appuyer sur ces intuitions et à les préciser. Ne surtout pas enseigner comme si l'enfant ne savait rien. Et c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est là l'énorme malentendu, incompréhension, source de conflit avec les enfants. Et ce qui est épuisant pour nous, parce qu'on pense qu'on doit tout apporter. On pense qu'on doit tout apporter, et comme ce n'est pas vrai, et qu'on a tendance à tout reprendre de zéro du coup, l'enfant s'ennuie. Il se retrouve à devoir faire des choses tellement simples qu'elles en deviennent épuisantes et fatiguées. Épuisantes et fatigantes. Surtout que quand nous, on accueille les enfants en maternelle, ce n'est pas comme si on accueillait des nouveau-nés. C'est-à-dire que non seulement ils ont un sens inné des nombres,
approximatif, mais plus tant que ça, il a déjà commencé à s'affiner. Quand ils arrivent à 3 ans, il y a déjà 3 années de vie durant lesquelles ils ont été amenés à dénombrer. Il y a déjà eu les symboles qui ont été autour d'eux, etc. Donc il y a déjà un affinement qui s'est mis en place, plus ou moins très approximatif chez certains enfants, mais quand même. Donc on ne part pas de rien. Comment préciser ces intuitions mathématiques? Alors, encore une fois, ce n'est que du bon sens, mais bon, comme la recherche le dit, c'est bien quand ça confirme le bon sens. La première chose, c'est en dénombrant des quantités, des vraies quantités, si possible. Et en dénombrant des quantités de plus en plus importantes. On ne va pas rester à 3, 4 pendant des mois. Donc, dénombrer. Dénombrer, on est bien d'accord, dénombrer, ce n'est pas réciter la comptine numérique, c'est vraiment compter les unités d'un tout pour déterminer le cardinal d'une quantité, combien il y a. Donc dénombrer, et lorsque on donne le dernier chiffre, le dernier nom de chiffre lorsqu'on récite la comptine numérique, c'est parce qu'on a déterminé le tout. Je le dis parce que pour beaucoup d'enfants, vous le savez, ce n'est pas du tout acquis ça. Ils sont capables de compter, puis on leur dit combien ça fait, il faut recompter, ils ne savent plus. Le dénombrement, ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc, dénombrer, première chose, des quantités de plus en plus importantes. Deuxième chose, les associer ensuite aux symboles qui leur correspondent à ces quantités. Parce que vous voyez, quand les enfants, les nouveau-nés avec ce sens approximatif, quand ils voient 3 points, ils voient bien que 3, là, la quantité qui est là, est plus petite que s'il y a 10 ou 12 points à côté. Ils le voient bien. En revanche, si on commence à dire, s'ils sont capables de dénombrer, donc 1, 1 et 1, là, ça fait 3. Ok, c'est 3. Et 3, on lui donne un symbole. On dit, le symbole de la quantité 3, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ce signe-là, 3, ça c'est 3. Et bien d'un seul coup, on vient délimiter. On vient structurer une connaissance qui était très approximative. On organise les choses. Et c'est comme ça, par le symbole, que les enfants vont pouvoir rapidement différencier 3, 4, 3 de 4 et 4 de 5, par exemple. Et qui seront rapidement capables de dire qu'il y a 1 de plus ou 2 de plus. Ensuite, encore une grande évidence, on manipule ces quantités, on les additionne, on les soustrait, on les multiplie. Et à force de faire cela, eh bien les enfants commencent à affiner, préciser, développer leur sens du nombre. Alors bien évidemment avec des quantités réelles si possible. Des quantités réelles où les unités sont visibles. Il faut que les enfants puissent voir que dans une quantité, il y a un certain nombre d'unités reliées. Mais il faut voir les unités. On ne peut pas passer directement dans l'abstrait. On en parlera tout à l'heure avec les barres numériques. Ce que dit la recherche, c'est que dans cette étape de manipulation des quantités, le boulier, les aides physiques, les supports didactiques physiques comme ça très concrets, comme le boulier, ou le comptage sur les doigts, le simple comptage sur les doigts qu'on a tendance à interdire pour je ne sais quelle raison, eh bien, c'est très bénéfique. Bien évidemment aussi, ce que dit la recherche en cognition numérique, c'est que cette étape de manipulation des quantités réelles, addition, soustraction, etc., doit évidemment précéder, et pendant longtemps, l'utilisation de calculatrices. Il faut d'abord passer par l'expérience réelle pour ensuite passer vers l'abstraction. Donc c'est pour ça que quand on dit souvent il faut manipuler, il faut manipuler, il faut manipuler, c'est pas juste que c'est pédagogiquement et didactiquement correct, c'est que l'enfant a besoin de ça pour préciser par l'expérience avec les quantités, pour préciser avec tous les projections qu'il va faire mentales, pour préciser ce sens du nombre qui est déjà là, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit par ailleurs.
Et enfin, en les aidant, en leur proposant aux enfants de situer les nombres, les quantités sur une frise numérique, donc sur un support linéaire. Parce qu'en les situant les uns par rapport aux autres sur une frise, eh bien, ils vont commencer à comprendre le rapport qu'il y a entre les nombres de manière assez fine et très concrète. Et donc, ils vont aussi comprendre, parce qu'ils sont tous les uns à la suite des autres, et à force de rester la comptine numérique, donc la litanie, je crois que vous dites ici, eh bien, ils vont percevoir qu'il y a toujours plus 1. Le nombre suivant, c'est n plus 1. Il y a une unité de plus, puis une unité de plus. Donc, il y a une constance. Très important. Et c'est là où on vient vraiment, vraiment affiner le sens du nombre. Donc, il a été très clairement montré que les supports pédagogiques qui utilisent explicitement une ligne numérique sont vraiment très efficaces, et particulièrement dans les milieux défavorisés. Ils sont très efficaces parce qu'ils matérialisent quelque chose qui est abstrait pour les enfants. Ils matérialisent le fait que la suite numérique eh bien, est constante et que c'est 1 à chaque fois de plus. Et puis surtout, visuellement, ils voient très bien où se situe 10 par rapport à 100 et où se situe 30. Voilà, il y a une représentation spatiale. On les aide, on matérialise ça, c'est vraiment important. Donc, vous le savez, traditionnellement, on a tendance à mettre une frise numérique qui s'arrête à 30 ou 31, parce que c'est ce qu'on utilise comme support pour faire la date. Vous savez que voilà, moi, je vous encourage vraiment à l'allonger le plus possible. On verra des images tout à l'heure. Marie, dans sa classe, a fait 2 fois le tour de la classe. Là, chez Vania et Vanessa, maintenant qu'on a fait une fusion des classes, on pense à... Donc là, il y a une frise numérique dans chaque salle, qui sont les résidus des 2 anciennes salles. Et là, ce qu'on pense faire, c'est retirer une frise et faire le tour des 2 salles. Vous voyez, puis s'il faut refaire un 2e tour, on le fera. Et c'est intéressant parce que là, en gardant le même matériel, qui est hyper traditionnel, je veux dire une frise numérique, il y a ça dans toutes les classes a priori, en gardant le même support qui ne suscite aucun intérêt chez les enfants la plupart du temps, mais en l'allongeant, c'est-à-dire juste en apportant du challenge. Donc en fait, en se remettant au niveau de l'enfant, vous avez vu, vous l'avez constaté, à quel point l'intérêt revient. C'est le même matériel, hein. On a juste changé de regard sur l'enfant. En fait, c'est nous qui avons changé quelque part. On a tiré sur la frise numérique, mais c'est... Et l'enfant, d'un seul coup, ça y est, l'enthousiasme revient, et ils se mettent à compter. C'est toujours, quand on se dit, il n'a pas envie, il n'a pas d'enthousiasme, je ne sais plus quoi faire avec cet enfant, il n'a pas envie d'apprendre. Questionnons d'abord le support pédagogique qui est proposé ou le contenu d'apprentissage qui est proposé. D'abord, la question, elle doit résider là. Notre regard doit aller scruter ça d'abord. Et par ailleurs, la frise numérique, donc, non seulement va permettre de manière très simple d'affiner le sens du nombre, parce que les enfants vont réussir à positionner les chiffres les uns par rapport aux autres, ils vont comprendre la linéarité, le principe de n plus 1, mais aussi... En lisant les nombres comme ça, je viens de le dire, ils les lisent. On travaille la lecture des nombres et le vocabulaire de manière informelle et amusante. À force d'entendre les copains lire la frise numérique comme ça, eh bien le vocabulaire entre aussi. Le vocabulaire, mais pas que le vocabulaire, parce qu'il y a le nom des dizaines, effectivement, par exemple, qui c'est une pure question de vocabulaire, mais pas que. Il y a vraiment décodé, quand on voit 233, eh bien, il faut déjà avoir compris un petit peu comment on lit un nombre pour le lire correctement. Bien sûr, cela va se faire en parallèle d'activités très concrètes, on va le voir, mais ce que j'essaie de dire, c'est que même si c'est juste un bout de papier, c'est quelque chose qu'on devrait voir dans toutes les classes. Parce que pour un minimum d'efforts et de coûts, c'est un maximum d'effets pour les enfants, tant au niveau de la transmission des fondamentaux que de l'enthousiasme qui revient.
Donc, je vois beaucoup là sur Facebook, dans le groupe Facebook, il y a des enseignantes, des équipes qui commencent à partager avec d'autres enseignants qui y sont intéressés. Peut-être juste commencer par ça. Dire, tiens, ça t'intéresse tu ne veux pas essayer de mettre une frise numérique qui va jusqu'à 200-300 ? Juste ça. Parce qu'en faisant ça, on ne change pas grand-chose, mais on va peut-être amener le collègue à changer de regard sur les enfants. On dit, waouh, en fait, ils sont tous en train de se battre pour vouloir compter, ils ont envie, ils sont capables. Juste là, il y a quelque chose qui peut bouger. Et je rajouterai une chose. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, cette synthèse-là, c'est vraiment ce que vous aurez dans les slides des conférences de Stanislas Dehaene et de Manuela Piazza. Mais je rajouterai une chose qui n'était pas dite dans ces conférences-là. C'est la petite baguette magique. Offrir du challenge. Parce que même quand j'écoute ces conférences de neurosciences et que je vois les tests qui sont proposés aux enfants, jusqu'en maternelle, on leur demande, pour vérifier leurs compétences mathématiques, de placer un nombre entre 1 et 10, vraiment. C'est que pourtant, les chercheurs, ce sont eux les mieux placés pour savoir à quel point les enfants ont des capacités de fou. C'est extrêmement sophistiqué et puissant. Et pourtant, puisque de manière sociétale et traditionnelle et institutionnelle, on fonctionne d'une certaine manière dans les écoles, eh bien les chercheurs vont ajuster leurs tests à ce qui se fait dans les écoles. Et c'est bien normal, mais ça serait quand même intéressant ajustons les tests aux capacités des enfants. Pas ce qu'on leur demande. Donc, offrir du challenge, pas juste les tester de 1 à 10. Ça ne veut pas dire qu'on va exiger que tous les enfants aillent loin. Certainement pas. Quand je dis loin, par exemple, que tous les enfants comptent et compter une fois jusqu'à 1000 à la fin de la maternelle. Beaucoup peuvent le faire, hein. Mais on ne va pas exiger ça. On va juste permettre qu'ils puissent aller le plus loin possible. Et le travail, c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous défaire de nos couches de préjugés, de nos croyances clairement limitantes pour les enfants. Et même quand on se dit, non, là quand même, c'est un peu trop, eh ben on ouvre la porte, on y va quand même. On essaie. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Offrir du challenge, donc comment préciser le sens inné des nombres chez les enfants avec tous les points qu'on a évoqués, manipuler, associer, le symbole, faire des opérations, dénombrer, situer sur une frise numérique, en offrant du challenge, mais toujours dans un juste mélange, et là ça parle de posture, d'exigence et de légèreté. On a de l'ambition pour les enfants, mais on a aussi beaucoup d'empathie et de bienveillance, donc on y va tranquillement. Par contre, on va y aller. Et on a une vraie responsabilité en maternelle, très clairement, d'affiner ce sens du nombre. La plasticité cérébrale étant ce qu'elle est et avec les contraintes qu'elle a, cette zone cérébrale est également soumise à la plasticité cérébrale. C'est à ce moment-là le meilleur moment pour affiner et spécialiser ce sens du nombre. Donc c'est pas, oui, on verra ça plus tard en première primaire, non. Non. À Gennevilliers, c'est exactement ce qu'on a suivi comme démarche. Donc il y avait tous les points que je viens d'évoquer. Dénombrer les quantités, associer le bon symbole, manipuler, faire des opérations, un support linéaire extrêmement important, et tout ça dans le challenge, l'exigence, mais voilà, de la flexibilité, de la légèreté, beaucoup de liens. C'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai voulu montrer avec cette photo, c'est que c'est souvent ce qu'ont tendance à faire les neurosciences cognitives d'un côté et les neurosciences affectives de l'autre, c'est qu'il n'y a pas de pont. Chacun fait sa discipline et on oublie qu'en fait, si on oublie l'autre discipline, la nôtre, elle ne vaut plus grand-chose. Mais c'est pareil, tout ce que je viens de vous dire finalement, comment préciser le sens inné des quantités, manipuler, blablabla, tout ça c'est extrêmement important si et seulement si il y a un environnement humain porteur.
Sinon, ça ne sert à rien. C'est de la didactique bête et méchante, froide. Les enfants apprendront certainement un peu plus, évidemment, que dans un environnement où il n'y a pas cette conscience didactique. Mais le lien porteur, qu'il soit de l'adulte à l'enfant, mais surtout entre les enfants. Et je le disais les fois précédentes, une classe qui va bien, c'est une classe où quand on rentre, on entend des enfants qui rient. On entend des enfants qui peuvent parler un peu fort, mais parce qu'ils sont contents, en fait, tout va bien. Et même en mathématiques, et surtout en mathématiques, les enfants doivent s'amuser. Ça n'empêche pas que nous, derrière, on a cette exigence de poser la terminologie la plus juste, d'attirer l'attention de l'enfant sur les niveaux de connaissances que l'on veut leur transmettre, en étant très rigoureux, ça n'empêche pas, mais avec ça, de la joie. Avec ça, nécessairement de la joie. Et plus que de la joie, une certaine légèreté, quoi. On est là, présent avec les enfants, puis on s'amuse aussi avec eux et on leur permet de s'amuser. C'est une énorme banalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai, je l'avoue complètement. Mais n'empêche que c'est vraiment pas quelque chose que je constate dans les classes de manière majoritaire. Donc c'est toujours la même chose, on dit oui, bon, ça on le savait déjà, on le fait. Mais pourquoi on ne le voit pas partout alors ? Vraiment, je le répète, le combat qu'on mène ici dans ces journées-là, c'est un combat de bon sens. À Gennevilliers, en suivant toutes ces étapes-là, je vous donne la conclusion des tests de la 2e année. Donc le psychologue écrivait, donc c'est les enfants qui étaient en 3e maternelle. Il est arrivé que certains enfants obtiennent des scores qui dépassent la limite supérieure de leur classe d'âge. Ce phénomène est quasiment systématique pour les épreuves de décision numérique et de comparaison des nombres. Et on ne les a pas entraînés à ces tests, bon, soyons bien clairs. Je ne savais même pas quels étaient les tests qui allaient être passés. Lorsque les enfants obtiennent les scores maximum pour leur classe d'âge, il est fréquent, donc de 5 ans, il est fréquent qu'ils atteignent un niveau de fin de CP, donc de fin de première primaire. 3 enfants de grande section, de 3e année, se situent même parfois parmi les meilleurs enfants de CE2, 3e primaire. Pourquoi je vous lis ça ? C'est pour vous dire que vraiment on sous-estime les enfants. En fait, j'arrête pas de vous le dire, mais je ne sais pas comment le dire. On sous-estime les enfants. Et ça ne veut pas dire qu'ils... Vous voyez, là, il y en avait 3 qui plafonnaient au meilleur score de CE2. Ils n'étaient pas tous dans ce cas-là. Par contre, ils étaient tous très au-dessus des attentes institutionnelles. Et proposer aux enfants des activités plus challengeantes, c'est pas pour réduire le taux d'échec scolaire. Au passage, ça va réduire le taux d'échec scolaire et c'est super. Mais c'est surtout qu'on va enfin apporter aux enfants un peu plus de joie. Ils demandent à être nourris au niveau cognitif. Leur cerveau est en plein développement et il ne le sera plus jamais de cette manière. Ce sont des milliards de connexions neuronales qui sont en train de spécialiser ces circuits du sens du nombre, ces circuits du langage, etc. C'est maintenant qu'il faut apporter tout ça d'une manière adaptée. Évidemment, pas forcément, pas comme ça, mais il faut apporter ces contenus-là. C'est nécessaire. Je voudrais terminer là-dessus. Que cette approche que je pense qu'on peut appeler physiologique, puisqu'elle répond à des contraintes structurelles, cette approche physiologique bénéficie à tous les enfants, et particulièrement aux enfants présentant des troubles spécifiques d'apprentissage. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la recherche. Et si vous voulez en savoir plus parce que ça vous intéresse ou vous travaillez des enfants avec des profils particuliers, je vous invite vraiment à aller voir ce site Dyslexie International. Donc c'est qui offre des formations en ligne, des formations que j'ai suivies d'ailleurs aussi, sur tous les troubles 10 et comment pouvoir aider les enfants. Maintenant, je peux vous le dire, c'est tout ce qu'on fait là depuis le début. Quand on s'engage dans une démarche physiologique, donc basée sur le fonctionnement et les besoins humains, on répond aux besoins de tous les enfants. Mais les premiers qui en bénéficient, évidemment, ce sont les enfants avec des troubles spécifiques, parce qu'eux n'ont pas les ressources qu'ont les autres enfants pour s'adapter à un système qui n'est pas le bon. Les autres,
c'est pas qu'ils y arrivent bien, c'est qu'ils, quelque part, ils se contrôlent bien, ils se contrôlent mieux que les autres. Ils ont plus de ressources pour pallier aux incohérences du système. Ils s'en sortent à peu près. Ils s'en sortent beaucoup mieux quand d'un seul coup on les libère toutes nos bêtises-là. Mais les premiers qui en bénéficient, ce sont ceux qui n'ont pas ces ressources pour s'adapter à un système qui est inadapté. Donc je réponds tout de suite à la question, elle m'est souvent posée. Donc oui, c'est bénéfique pour tous les enfants et aussi pour les enfants qui sont dans des situations de handicap. Très clairement. Je travaille avec une enseignante, une personne qui modère le forum, avec qui j'ai de réguliers échanges, qui travaille en France, dans le sud de la France, et qui travaille dans vraiment une école où les enfants sont handicapés lourds, moteurs et sensoriels. Et elle me dit, ça n'a rien à voir. Quand on travaille les choses comme ça, ils n'auront jamais le niveau d'enfants sans ces contraintes-là, mais ils ont des difficultés qui font que voilà, ça ne sera pas... Mais quand même, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus fluide et beaucoup plus de joie et de légèreté.